Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, en ce beau lundi, nous sommes le 6 mai de l'année 2024. Fait que si tu écoutes ça en 2032, ben c'est ça, c'est aujourd'hui, ça, c'était en 2024. On était le 6 mai, c'était un lundi. Vous étiez avec Nathan Fortin dans les ondes de Dans ma face. Yeah, baby! J'espère que j'ai du monde en forme ce soir. Moi, je suis en forme. J'osais avec mon invité off the record. On ne se connaissait pas. On a appris à se connaître rapidement déjà. On avait une belle discussion. Dans mon intro aujourd'hui, toi qui écoutes Dans ma face, je vais te parler de deux choses avant mon invité. De un, j'ai des gros invités qui me disent oui actuellement. Des personnalités connues du monde de l'humour, de la chanson, du spectacle, des médias, des sports, des joueurs de hockey, des joueurs de football, des boxeurs. Je ne peux pas dire les noms, mais je vous dis ce qu'ils font. Ils sont intéressés. Ils ont vu le format Dans ma face. Ils trouvent ça intéressant. C'est un direct, c'est un podcast, on dirait un peu de la radio. On va en profondeur, on parle du côté humain, ils aiment ça. Ils me l'ont dit. Moi, j'augmente la qualité du show de plus en plus. Mais, pour beaucoup, c'est parce que quand ils vont sur la chaîne YouTube, il n'y a pas assez de views, il n'y a pas assez d'abonnés. Parce qu'eux ne sont pas en direct sur Facebook le soir avec moi comme là. Tu sais, des fois, là, moi, je le vois, les compteurs sur Facebook sur 3 pages en direct en même temps. Mettons, 150 d'un bord, 150 de l'autre, 200 d'un bord. On arrive à 500 personnes en direct des soirs. Là. C'est intéressant. Là. Vous êtes là. Je vous remercie. Mais ils ne voient pas eux autres sur les chiffres de YouTube. Alors, j'ai ma chaîne YouTube. Je remets toujours les épisodes en rediffusion. Là. J'essaie d'y aller au moins 2 semaines après le direct. Je vous mets la chaîne YouTube en commentaire maintenant. Si vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube, si vous pouvez aller faire une coupe de visites sur des épisodes, vous pouvez laisser des commentaires. J'aimerais ça que les gens qui trouvent ça intéressant dans ma face aillent sur YouTube. C'est gratuit. Ça prend quelques secondes, quelques minutes de ton temps. Va juste t'abonner à ma chaîne YouTube si ça te tente. Tu vas avoir toutes les prochaines rediffusions aussi, en ordre chronologique. C'est le même show, hein, c'est le rough comme là, j'appelle, c'est le direct carrément. C'est ce que vous voyez à soir, que vous voyez sur la chaîne YouTube. Puis après ça, ça va être en remasterisé et travaillé au niveau audio pour la chaîne Spotify. Là, tous les épisodes de la saison 4, il n'y en a pas un encore sur la chaîne Spotify. Je les travaille toutes, puis je vais tout aller les déposer après. C'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire avec amour, allez sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxième affaire. Il y a juste les fous qui ne cherchent pas d'idées. Non. C'est le mois. Là, en ce moment, c'est la semaine de la santé mentale, la sensibilisation, je pense, à la prévention de la santé mentale, partout au Québec. Et c'est le mois de la santé mentale, le mois de mai. Et moi, Jean-François Lacasse, Manon Paquette et Jean-Sébastien Boudreau avons mis nos têtes, nos contacts ensemble. Nous avons décidé, après avoir été abordé par Jean-François Lacasse avec une belle idée, on a embarqué dans son projet, la Mayday, le 24 mai. 18 heures d'entrevue en direct sur YouTube, Facebook, LinkedIn. On va avoir des invités, je pense, à chaque demi-heure, à chaque heure, tac, 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 pendant 18 heures de direct. Moi, je me mets comme défi de me taper les 18 heures en direct. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là. Être en direct à un micro à jaser avec du monde pendant 18 heures. Moi, je vais vous le dire. Je suis une personne autiste, comme vous savez. Et pour moi,
c'est un défi de taille de me dire, je vais être concentré dans un lieu, je vais le faire, je vais avoir une communication directe pendant 18 heures de temps avec des gens sur un sujet intéressant, sur un sujet intelligent, sur la sensibilisation de la santé mentale. Puis cette journée-là, pendant 18 heures de temps, on invite les Québécois à venir sur le site Internet pour donner 1 $. Colin! 1 $, t'as ça qui traîne sur ta craque de sofa, t'as ça qui traîne dans ton char, j'ai ça qui traîne dans mon manteau d'hiver. 1 $. Un webauton, on encourage les gens à venir donner 1 fucking $. On va pas te mettre dans la rue, là. Hein? Mettons, on fait le calcul, on est 8 millions de Québécois. Si on a 1 $ par Québécois, on ramasse 8 millions. Bon, on rêve grand. Mais les profits, quand même, hein? C'est pas n'importe quoi parce qu'on a le soutien et on a la collaboration dans ce projet-là de 5 grandes fondations au niveau de la santé mentale au Québec qui vont se distribuer les profits de cette journée-là à part égale. Donc, vous avez la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, la fondation Jeunes en tête, Cap Santé mentale et l'organisme Persévérance entrepreneuriale. C'est le premier webauton du genre qui va être fait dans l'histoire du Québec. Je n'ai pas vu des tas d'affaires comme ça non plus qui se sont faites dans le monde. Donc, on rallie, là, on invite des gens, nous autres, à notre micro toute la journée. Vous allez avoir des personnalités connues du monde des affaires, des arts, de l'humour encore, des médias, de la musique, des arts littéraires, toutes sortes de gens, un par un, à qui on va parler des enjeux santé mentale. Moi, j'en parle de plus en plus des enjeux, les enjeux santé mentale. Tu sais, je veux dire, il faut m'amener tasser les masques et dire, regarde, moi j'en ai, toi, t'en as-tu? Toi, t'es-tu correct? Tu sais? Faut se le dire pour vrai. Puis moi, de plus en plus, je parle aux gens que je suis quelqu'un qui vient avec ma douance, mon autisme, tout ça, là. Vient le fait que je suis dépressif chronique. Bon, ben, tu sais, je le dis des fois, c'est le fun. Au moins, les bipolaires, les maniaco-dépressifs, eux autres, ils ont des phases maniaques qu'on appelle. Fait qu'il y a des fois que c'est plus le fun, là, tu sais. Ils sont dans la montagne russe, eux autres, puis ils pognent un ouais, là, c'est le fun en tabarnouche! Puis là, ils repognent un down après. Bon, ça c'est les maniaco-dépressifs. Moi, je suis dépressif chronique. J'en ai pas de moment où ce que je fais ouais, là, c'est plus le fun! Non, moi, c'est juste tabarnak de calice de si tout le temps. Ça me prend une mauvaise nouvelle dans ma journée, puis ça peut la décalisser, là. Fait que je travaille fort là-dessus, j'ai une prise en charge, je suis conscient, je m'entoure d'énergie positive, je fais des choses intelligentes pour m'aider au niveau de mon énergie, au niveau de mes émotions. Tu sais, parce que je reconnais que j'ai ça, ben ça fait en sorte que je peux devenir une meilleure personne, pareil dans la vie comme tout le monde, parce que j'en suis conscient, puis je ne me victimise pas, puis je ne mets pas la faute sur tout le monde et l'univers. Je suis conscient, moi, que même s'il fait beau, ça se peut que je me sente comme de la merde en dedans de moi. Fait qu'imagines-tu? Je peux pas dire tout le temps c'est la faute des autres. Voilà. Grande confession ce soir. J'ai lancé un appel ouvert dernièrement. J'avais envie d'avoir des invités différents. Comme je dis, j'ai des tas d'invités. Je passe ma vie à envoyer des petits textos à des gens. Ça te tente-tu, ça te tente-tu? Puis, des fois, j'ai des belles surprises parce que c'est des découvertes. Parce qu'il y a des gens, je vous présente, que je connais, que c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vie ou avec qui j'ai collaboré sur des projets. Ou, pas moi, des gens que je tripais sur eux, mettons, quand j'étais peut-être plus jeune, puis là, je me permets de pouvoir les inviter maintenant puis d'avoir une discussion avec eux autres. Mais là, l'invité de ce soir, c'est quelqu'un qui m'a écrit. Moi, Nathan, ça m'intéresse de participer à ton podcast. Puis il m'a envoyé ce qu'il faisait dans la vie. Je vais vous le dire. D'un, j'adore les gens qui cognent aux portes. J'adore les gens qui cognent aux portes parce que la plus belle chose qui peut arriver lorsque tu cognes aux portes, c'est qu'on t'ouvre.
il va y avoir 9 portes fermées pour une porte qui va s'ouvrir. Mais si tu ne cognes pas sur les 9 portes fermées, tu n'auras jamais celle qui va ouvrir. Donc, c'est quelqu'un qui me semble cogner aux portes. J'adore. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui a réellement un talent. Là, cogner aux portes, c'est une affaire. Tu sais, si tu vends des barres de chocolat, c'est une chose. Si tu es un créateur, tu as des idées, tu as une passion, tu as une manière de voir la vie qui est différente. Tu sais, tu mets ton cœur et tes tripes à la table là, quand tu cognes aux portes, quand tu es un artiste, que j'appelle. Et ce soir, j'ai la chance de jaser avec ce qui me fait triper dans la vie, mes bébites humaines préférées. Un vrai artiste. Louis Gingras, comment ça va? Salut Nathan, ça va super bien et toi? Ça va très, très bien. Je suis très content de t'avoir avec moi ce soir. Cool. Moi Je aussi. disais à tout le monde que tu étais un artiste, mais tu as vu, j'ai fait attention, j'ai pas dit qu'est-ce que tu faisais. Oh oui, parce que je suis pas juste un artiste. Oui, je suis un artiste, mais je fais beaucoup de choses dans mon domaine. Louis, tu m'as écrit, tu m'as envoyé ton stock, tu m'as dit, moi, je fais ça. Je fais de l'art. Toi, c'est de la musique que tu fais, right? Yes, T'es conscient que ta musique est différente? je sais. Puis c'est voulu. C'est voulu, puis en même temps, c'est voulu, puis parce que, tu sais, j'ai toujours voulu faire les choses différemment. Puis moi, j'ai une règle. Si j'aime la musique, je l'écoute puis je la joue. Peu importe c'est quoi. Ça peut être, oui, ok, je fais beaucoup du rock, beaucoup du alternatif, du grunge, du new wave, du hard rock. Je suis bien rock dans la vie. Mais ça va arriver que des fois, tu serais surpris. Tu pourrais venir chez nous, maintenant tu cognes chez nous, puis je décide de t'ouvrir, ce qui est une belle chose. Hein? Comme tu dis, on cogne à plusieurs portes, puis il y en a un qui t'ouvre, puis moi, je serais celui qui va t'ouvrir la porte, justement. Puis tu t'apercevrais que j'ai même des CD de Sean Paul, de Nelly, j'ai du Frank Sinatra, j'ai même un CD de Laurie, la chanteuse Voyons. française. T'es un gars qui aime Puis, la musique. oh oui, fait que j'ai bien l'air rock metal dans mon attitude, mais j'aime pas mal de tout. Mais vraiment de tout, là. C'est quand je dis de tout, là, c'est au sens littéral. C'est pas comme le monde qui dit genre ah, moi j'écoute pas mal de tout. Puis tout ce que j'écoute, c'est juste du gros rap puis du techno. Puis ça se limite à ça, tu T'écoutes comprends? de toute la même affaire, genre. Exactement. Mais moi, j'ai une règle. Quand la musique est bonne, je l'écoute puis je la joue. Quand j'aime cette musique-là, je m'en inspire, je la joue puis je l'expérimente parce que j'aime ça. Puis ça a commencé comment la musique pour toi? OK, fait que ce soir, ça va être une belle occasion de faire ma biographie à l'oral dans ton podcast. Fait que tout a commencé quand j'avais 12 ans. Parce que quand j'avais 12 ans, j'étais au primaire dans ce temps-là. Puis Ouais. j'avais un ami dans le temps, quand j'étais au primaire, qui m'avait invité à sa fête. Puis il jouait de la guitare. Puis à un moment donné, on était là, puis il voulait nous jouer un peu de guitare. Puis quand il a fini de jouer son petit morceau de guitare, il nous a demandé qui veut essayer la guitare. J'ai dit moi. Fait que je voulais essayer c'est quoi la guitare. Puis là, en jouant des notes, T'avais jamais joué? Jamais joué de guitare. Puis j'ai développé un intérêt profond, mais je ne savais pas quoi expliquer. Fait que là, j'étais allé voir mes parents, leur demander de m'acheter une guitare. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à faire de la musique. T'es tombé en amour. Là, tu te la tenais, t'avais les doigts sur les cordes, puis là, t'étais comme, je veux faire ça toute ma vie. Exactement. Puis l'affaire, c'est que la musique, c'était la seule chose que je voulais faire de ma vie parce que sinon, c'était pas de la musique. Écoute, moi, être bien honnête avec toi, je détestais l'école. Tu sais, j'étais brillant, là. J'avais des bonnes notes à l'école, je me débrouillais bien, mais je détestais aller à l'école, puis ça m'intéressait pas, mes cours m'intéressaient jamais. Tout ce que je voulais, c'était rester chez nous à la maison tranquille. Déjà que tu vas comprendre que moi, je suis quelqu'un de bien casanier. Même si je suis musicien, puis que je fais des spectacles, je vais en studio, je fais beaucoup de pubs, puis j'aime ça de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, c'est clair là, que je m'ouvre au monde, que j'ai l'air un peu extraverti de temps en temps, mais je suis quelqu'un de très casanier, très introverti, puis quand j'étais petit, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Même adolescent, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Comment c'était avec les autres? Est-ce que tu avais de la facilité à te faire des amis ou tu étais quelqu'un qui était un petit peu plus dans sa tête? Est-ce que tu as vécu peut-être, je sais pas moi, des moqueries des fois ou...
Ben oui, parce que moi, dans la vie, tu vas comprendre que je suis quelqu'un de spécial. Moi, je suis différent des autres. J'ai toujours été quelqu'un qui pensait différemment, qui communiquait différemment avec les autres. Puis, puis je me connectais pas avec tout le monde. Puis je sentais que souvent, on n'avait rien à se dire. Puis moi, j'ai une règle dans la vie, puis que j'ai identifiée depuis cette année. J'ai 29 ans, puis ça, je l'ai compris. J'ai commencé à comprendre que quand on n'a rien à se dire, je me retire. Puis that's it. Parce que moi, je perds pas mon énergie, mon temps, puis ma vie avec des conversations qui, au fond, me mèneront à nulle part ou m'embarquer dans des games sociales qui vont plutôt finalement m'épuiser puis me pousser à faire des choses qui est contre mon plein gré, contre mes valeurs, contre mes croyances, puis contre ma dynamique. Moi, tu vois, je suis quelqu'un d'intègre comme ça. Fait que, ben oui, effectivement que j'ai eu des moqueries aussi, puis Ça me ressemble un peu ce que tu dis. Ouais, exactement. Puis je vais te faire une confidence, puis tiens, on est rendu là, on va te faire un communiant avant qu'on parle de ma musique et tout ça. Je suis aussi quelqu'un qui est autiste. Je suis sur le trouble du spectre de l'autiste, apparemment Asperger ou autiste de haut niveau, précisément. Mais c'est ça, parce que moi, quand j'étais adolescent, j'avais de la difficulté à comprendre les codes sociaux. Puis je m'intéressais pas aux gens facilement au point que je veux savoir à quel âge que j'ai appris à faire des dialogues. J'ai appris à dialoguer à 23 ans. Avant, je faisais que des monologues. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est adulte que tu as réalisé que tu étais une personne autiste? Non, je savais que j'étais autiste depuis que j'avais 7 ans, puis j'ai eu le diagnostic à 2 ans. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, fait que toi, tu l'as su dans tout ton parcours de vie. Exactement. Mais tu as appris à vivre comme ça. Oui. Des fois, c'est inconfortable avec les autres. Tu sais que parce que tu as une différence. Exactement. T'es neurodivergent. Exactement. Puis c'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand tu t'expliquais tout ça, je faisais des points de cohérence, puis j'étais capable de dire, mon Dieu, ça, c'est exactement comme moi. Ça, c'est exactement comme moi. Ça, c'est exactement comme moi. Ce que tu décris. Le fait de sentir, d'aimer les gens, comme tu le dis si bien, mais de sentir si épuisé en leur présence, des fois, sans qu'ils comprennent pourquoi. Les stimuli, les sons, les éclairages, le fait d'entretenir une discussion. Mettons, lorsque tu dis que ton problème de communication, c'est que jusqu'à l'âge de la vingtaine d'années, tu ne rentrais pas en discussion avec l'autre, ça veut dire que tu parlais, point, puis tu t'en allais? Ça dépend. Je vais t'avouer que plus jeune, c'était le contraire. J'allais souvent vers les autres, mais le monde me rejetait, le monde m'ignorait, le monde me comprenait pas, au moment, le monde me jugeait. Louis, il faut que je te coupe. Au moment où ce que tu dis, le monde me rejetait, le monde me jugeait, le message qui apparaît dans la messagerie, c'est « T'es hot, Louis ». Ben oui, je sais que je suis hot. Wow! Je sais que je suis hot. Puis pourquoi je suis hot? Parce que justement, je suis différent des autres. Puis j'ai remarqué qu'être différent, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Quand même, c'est ses avantages. Quand t'es différent, tu sais qui est trop de cul ou pas trop de cul, parce que quand on voit que t'es différent, tu vas voir si la personne comment va se comporter. Puis quand on est différent, on se montre authentique, puis ça, c'est intimidant pour les gens. Puis quand t'es intimidé, t'as le choix. Tu m'abordes ou tu t'enfuis. Puis là, je peux savoir si toi puis moi, ça va marcher ou ça marchera pas. J'ai une question pour toi. Je t'écoute. As-tu déjà été en amour? Une couple de fois. Puis, ben, je vais t'avouer que j'ai eu plus des hookups, des friends with benefits que des blondes, mais j'ai déjà eu une couple de blondes. Ça n'a pas duré longtemps, puis... Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de ne pas être compris par elle ou c'est parce que tu as l'impression de ne pas les comprendre, elle? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais je te dirais que ça dépend. Il y a eu des blondes où, tu sais, on ne sentait pas de connexion. Puis, tu sais, on s'entend aussi que, contrairement à aujourd'hui, quand j'étais petit, là, j'avais de la difficulté à manifester de l'empathie, même que je me mettais jamais à la place de l'autre. C'était toujours moi. Tout le temps. Puis je me faisais passer pour un égocentrique. Mais tu sais, je vais t'avouer, quand j'étais plus jeune, j'étais très égocentrique. On va se le dire, là. Parce que oui, il y a des personnes autistes
sont égocentriques, mais il y en a qui ne le sont pas. C'est comme, par exemple, il y a des autistes qui sont très bons avec le sarcasme. Comme moi, j'ai un ami qui est autiste, qui manie bien le sarcasme au point que c'est comme une de ses langues secondaires, tandis que moi, je comprends pas le sarcasme, puis je veux même pas le comprendre parce que au fond de moi, des fois, quand on fait du sarcasme, c'est juste une façon de dominer les relations sociales et mépriser ceux qu'on n'aime pas. Puis souvent, le sarcasme, ça a un double sens de caché. Fait que moi, quelqu'un qui fait du sarcasme, ça m'impressionne pas, honnêtement. C'est pas quelque chose que tu apprécies. Non, puis ça m'impressionne pas du tout parce que ça me prouve exactement ta vraie nature. Mais tu es quelqu'un qui apprécie et comme passion énormément la musique. Exactement. Donc, tu as commencé à jouer de la guitare. Tu as commencé à jouer tout seul de la guitare. As-tu pris des cours? Oui, j'ai pris des cours. Fait que c'est devenu une passion au point que tu as pris des cours. Uh-huh. Combien d'années? Bon, quand j'étais au secondaire, OK. D'abord, quand j'étais au primaire, j'ai pris des cours à mon école de primaire, mais tu sais, à mon cours de musique, je veux dire. Après ça, j'ai eu des cours à la maison d'une professeure qui était ma prof au primaire dans le temps, ma prof de musique au primaire. Ensuite, j'ai pris des cours avec un autre prof pour me préparer aux études en guitare pop jazz au cégep de Drummondville. Là-bas où j'ai fait une technique en technique professionnelle de musique et chanson. Après ça, j'ai suivi des cours là-bas, bien sûr, avec d'autres professeurs du cégep. Un musicien diplômé, qu'on appelle. Puis après ça, je suis allé à l'UQAM. J'ai quitté mon hometown de Drummondville. Ah oui, pour être précision, j'ai fait mon école secondaire puis mon cégep à Drummondville. Mais j'ai vécu à Saint-Jean-de-Grand-Tam. Puis ça va faire quoi? 8 ans que j'habite à Longueuil. Puis sérieux, c'est fou comment ça fait l'immersion parce que dans la vie, tu vas me voir comme quelqu'un qui a grandi dans les banlieues. Mais j'étais un petit gars. Drummondville. Mais j'étais un petit gars du petit village de Saint-Germain-de-Grand-Tam. D'à côté de Drummondville, finalement. Exactement. OK, ben tu vas me répondre à la question. La poutine, ça vient-tu de Drummondville ou pas? C'est une très bonne question, puis je préfère pas y répondre parce qu'il y a toutes sortes de débats. Tu veux pas te mouiller? Non, ben, je veux pas me mettre dans les grosses poutines, ça veut dire. Je veux pas me mouiller de sauce barbecue, non. Tu veux pas te mettre les pieds dans la marde, là. OK. Bon. Non, déjà qu'il commence à faire chaud dehors, là, fait que moi, me baigner dans la poutine de la sauce barbecue toute chaude, là, non, on va me rafraîchir avec une bonne petite bière à la place, sérieusement. Attachant. Louis, t'es attachant. Fait que là, t'es un musicien diplômé. Ouais. Le monde t'apprécie dans la messagerie. Je vois un good job, Louis. Il y a des belles interactions. Il y a des gens qui disent hey, sois toi, man. Continue d'être toi. Ben, c'est ce que je fais. J'ai toujours fait ça. Puis même que, écoute, j'ai peut-être déjà essayé de rentrer dans le moule, puis ça marchait jamais. Parce que ça m'intéressait pas. Puis ça, c'est un de mes trucs en tant que personne autiste. Quand je dois faire quelque chose qui m'intéresse pas, j'ai de la misère à le faire. Mais quand ça m'intéresse, je l'excelle à 100%. Je ne m'attendais pas à avoir cette discussion-là avec toi ce soir. En passant, je te remercie énormément parce que, juste qu'on clarifie aux gens, c'est pas stagé. Moi, je t'ai pas pris dans le show parce que tu étais une personne autiste. Parce que je le savais pas jusqu'à temps que tu me le dises. Right? Yes. Parce qu'on se connaissait pas. Non. Parce que, ben non, c'est ça. On n'avait jamais parlé. Puis, tu sais, moi... Et toi, comme moi, je réalise, on est les deux des autistes invisibles qu'on appelle. Oui. Parce que ça ne paraît pas pour les autres. Les syndromes Asperger niveau 1, comme toi puis moi, c'est invisible pour les autres, mais pour nous, c'est très visible dans notre propre Christie de vie. On s'en rend compte, là, tu sais. Sauf la différence entre toi et moi, mon chum, c'est que toi, tu me dis que tu le sais depuis que tu es enfant. Fait que tu as pu avoir une prise en charge, te comprendre, développer des outils. Moi, je l'ai su réellement l'année passée après un burn-out. OK, ouais. Moi, je l'ai su. Fait que c'est ça, avant qu'on parle de l'étape où j'étais à l'université, puis le jour où tout a commencé, ma carrière d'auteur-compositeur-interprète, moi, j'ai découvert que j'étais autiste parce que j'avais un retard de langage à 2 ans. C'est super intéressant. Puis c'est comme ça qu'ils m'ont découvert que j'étais autiste, puis ils ont découvert que j'étais autiste, mais j'avais pas de déficience intellectuelle, fait que c'est pour ça que je suis autiste de haut niveau. Je comprends. Comme moi. J'ai pas de retard. Dans mon cas, même, je suis dans la douance, qu'on appelle. Ouais.
qui est l'inverse, finalement, d'un retard intellectuel. Exactement. Mais les gens seraient surpris de savoir à quel point que dans la société actuellement, comment que c'est conçu, notre mode économique, notre mode de société, c'est pas conçu pour les gens qui sont dans la douance. Là. Non. C'est... Puis tu sais, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent sur un piédestal des gens qui sont surdoués, qui sont comme « Ah, les surdoués sont bons à l'école, c'est nos futurs dirigeants du monde, sont vite, ils comprennent tout. » Attendez, là, vous ne fiez que sur des stéréotypes qu'on vous inculque dans les écoles, justement, pour vous dire « OK, ayez des A+, vous allez avoir du succès dans la vie. » Mais ça, c'est rien que... Ça, c'est les bruits du monde. Ça, c'est le bruit de la société, le bruit du gouvernement, puis le bruit de l'éducation, ça. Mais il y a d'autres façons de prendre sa place dans la société sans nécessairement d'avoir des bonhommes à l'école. Puis tu sais quoi? J'ai eu un ami qui était sur la douance, justement. Puis il avait redoublé 2 fois sa première année de cégep. Pourquoi? Parce qu'il faisait une dépression. Il fumait du cannabis. Pourquoi il fumait du cannabis? Parce qu'il s'évadait du système que la société imposait, justement. Puis il était tanné de se fondre dans le moule puis d'être témoin de ça. Parce que il comprenait déjà tellement d'affaires que le monde, ça le mettait à terre. Puis je le comprends. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des moments où le monde me mettait à terre. On dirait quasiment que tu parlais de toi la manière que tu parlais. Mais ça... Tu sais, tu dis « je le comprends », ça veut dire que tout ce que tu me disais là, c'est pas juste que tu le comprends, c'est que à quelque part, tu l'as pensé toi aussi. Là. Oui. Tu t'es posé la question toi aussi. Pourquoi le monde, il marche de même? Me semble que ça marche tout croche. Ouais. Fait que tu as des yeux et des oreilles pour entendre. Tu t'analyses les choses, puis peut-être justement, tu t'arrêtes à des choses des fois qui fait que tu te rends compte qu'il y a des choses qui devraient mieux marcher. Exactement. Dans la musique, plus directement, notre raison pourquoi on se parle ce soir, là, la guitare, les études en guitare et tout ça, c'est quand là-dedans que tu as commencé à développer ton style à toi qu'on appelle? OK. Fait que te permettre de créer. Oui. Fait que d'abord, quand j'étais au cégep de Grandville, j'ai étudié en musique en volet interprétation. Moi, je voulais devenir un super grand guitariste, même que je me voyais comme un virtuose à la Joe Satriani, à la Steve Vai, à la Slash, Eddie Van Halen, puis ou Santana. Santana, je l'écoutais pas beaucoup, mais aujourd'hui, je l'écoute un petit peu plus, puis je trouve que c'est un très bon guitariste qui joue avec du feeling. Fait que quand j'étais au cégep, c'est ça. Mais à un moment donné... C'est qui ton top 2? Ton top 3 guitaristes all around the world, all around the style? Ce qui me vient à l'esprit, ce serait Alex Lifeson de Rush. Puis justement, Alex Lifeson, c'est un des guitaristes qui m'a inspiré dans des solos de guitare parce que Alex Lifeson, il est capable de faire des solos très compliqués, mais super musical. Il va chercher les notes qui fit avec les arrangements. Quand il jouait avec Geddy Lee et Neil Peart, qui est justement les gars de Rush, quand il expérimentait des accords, des solos, ça pouvait être à la fois complexe, mais c'était simple dans le sens que, OK, oui, c'était très technique, c'est pas simple à jouer du Rush, mais c'était simple dans le sens que ces gars-là savaient qu'est-ce qui marchait. Ils se compliquaient pas la vie. Puis c'était des génies, ces gars-là. Des gars qui sont capables d'écrire des choses complexes, tout autant rester dans un état de simplicité. Tu sais, genre, on aime ça, ça sonne bien, on le fait. Moi, c'est pareil aussi. Puis quand j'écris, mettons, de la guitare dans mes chansons, je vais écrire une progression d'accord que je trouve que ça sonne bien, qui groove à mon goût. Après ça, quand là, je fais mes solos de guitare, je choisis les notes qui fit selon mon imagination, selon ce que j'en perçois, selon mon feeling. Puis mon style Combien de temps par guitare, semaine tu joues? Ça dépend. Je te dirais que par semaine, je pourrais faire, mettons, 20 heures par semaine. Mais tu sais, ça dépend. Il y a des semaines que je peux jouer, mettons, un bon 30 heures par semaine, d'autres des fois 10 heures par semaine, dépendamment de mon autre emploi du temps. Fait que je peux t'avouer que ça se fluctue au fur et à mesure, mais je pratique tout le temps. C'est important pour être en shape. C'est hot comment tu dis ça pour être en shape. Garder la... Exactement. Garder le doigté, on va dire. Mesdames, messieurs, le doigté. Les guitaristes, paraît qu'ils font de bons amants.
C'est ça comme ça. Louis, Ouais. là, tu me parles de la guitare. Tu as développé l'envie de la guitare. Mais toi, tu chantes dans la vie, là. Oui, exactement. Puis c'est Pour là ça, tu n'as que. pas appris ça à l'école, chanter, là. Toi, Non, tu as pas commencé du à tout. chanter à un moment donné, là. Non, pas du tout. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui est arrivé durant mes études au cégep. Puis déjà qu'au cégep aussi, je m'entendais pas non plus avec mes collègues parce que mes collègues me trouvaient aussi bizarre dans ma façon de communiquer. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de progrès socialement. Je suis capable un peu de masquer mon autisme. J'ai développé beaucoup plus d'empathie. Je suis plus allumé. Je te dirais, là, je te connais pas, Louis, mais je te dirais... Oui. OK, continue. Je te dirais, Louis, je te connais pas, mais tu communiques très bien. Eh bien, merci. Puis je pense qu'on doit prendre la peine de te le dire, puis de te réconforter un peu là-dedans, parce que pour toi, ce soir aussi, je tiens à préciser à tout le monde, là, c'est ta première entrevue à vie. Tu n'as jamais été exposé de cette manière-là ou sollicité au micro, une tribune, ou tu n'as pas participé à des podcasts. OK. C'est ce que tu m'as expliqué, right? Oui, c'est ma première fois dans un podcast et dans une entrevue en Nantes. Magnifique. Maintenant, je veux savoir. Oui, ça fait que là, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Parce que justement, quand j'étais au cégep, j'étais en marge j'étais même en marge des autres cégepiens en musique parce que moi, je voulais soit faire du shred à la guitare, j'aimais la musique années 80, le monde trouvait ça quétaine. Mais à un moment donné, j'ai découvert, mettons, des bands grunge qui me donnaient encore plus envie de me marginaliser pour être encore plus différent, faire ce que je voulais. Parce que ce que j'aime du grunge, c'est que le grunge, c'est une musique qui parle beaucoup avec les émotions, mais tu sais, on n'a pas peur de parler les choses vraies dans le grunge, que ce soit négatif ou même positif, mais c'est surtout négatif parce que le grunge c'est mélancolique. Fait que là, j'ai découvert maintenant Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, toutes ces bands-là. Après ça, j'ai vu des bands comme Joy Division qui font du post-punk. Je suis tombé dans le New Wave. Puis à force d'écouter ces bands-là, qui faisaient du rock marginal, quand je dis du rock marginal, je fais référence au rock alternatif puis indépendant qui se distingue du hard rock, du classic rock, du pop rock, puis tous les sous-genres, puis même le blues. Puis là, à un moment donné, je suis tombé sur un CD au Cégep de Drummondville, dans la bibliothèque. J'ai trouvé un CD de Renaud. Puis c'est ce gars-là qui m'a donné le goût de chanter. Puis, Renaud. Oui, puis attends. Les gens ne connaissent pas Renaud, la plupart. Là. Non, puis à Drummondville, dans ce temps-là, ils le connaissaient pas plus. Puis là, j'ai pris un CD de Renaud à la bibliothèque, puis je l'ai écouté la première fois. Puis tu sais quoi? Je le connaissais même pas. Puis je me mettais déjà chanter avec lui. Fait que j'ai comme créé une connexion profonde avec ce gars-là. Puis ce jour-là, j'ai décidé de devenir encore plus marginal, plus rebelle. Je commençais à plus sortir dans les bars avec des copains, comme faisait Renaud quand il était jeune. Je portais des fois un bandana. Puis là, je commençais à apprendre à chanter. Parce que c'est Renaud qui m'a donné le goût de chanter. Puis pourquoi je chante? C'est parce que je veux exprimer ce que j'ai en tête. Puis Renaud, c'est ce qu'il faisait dans ses chansons. Il exprimait sa pensée dans le but de militer contre les méchants de la société, pour militer contre la misère du monde, pour dénoncer les injustices. Puis des fois, il faisait aussi des chansons qui s'adressaient à ses blondes, puis à sa fille. Il chantait, j'appelle pour la populace. Il chantait pour la masse des gens, le monde, le peuple, comme on dit. Exactement. Il chantait pour le peuple français. Puis, puis moi, quand j'ai écouté ces chansons, j'avais envie d'écrire des paroles. Parce que si c'était pas Renaud, je me voyais pas du tout auteur-compositeur-interprète. Moi, je me voyais comme le prochain Slash dans un band en Californie, à Los Angeles. Puis je te jure, j'avais cette idée-là d'aller à Los Angeles, mais c'est quand on a 18 ans, 19 ans, on dit plein d'affaires. Mais quand j'ai découvert Renaud, j'avais envie, OK, je veux devenir une rockstar, mais à Montréal, parce que je veux autant faire des tours en anglais qu'en français, à cause de Renaud, justement. Puis c'est Renaud qui m'a donné le goût d'écrire mes chansons. Fait que là, au cégep, dans mes temps libres, j'écrivais des fois, mais tu sais, c'était pas des trucs... tu sais, c'est mes premiers brouillons. Mais là, j'étais allé à l'université, puis j'ai étudié aussi en guitare, mais j'ai lâché mon bac. Parce que j'étais plus capable de l'école, j'étais plus capable de rendre des comptes à des professeurs, travaux d'équipe. Ça t'épuisait. Puis ça m'épuisait, puis j'avais plus envie t'aimes la musique, t'aimes tout ça, mais tout ce qu'il y a à côté, de remettre des travaux, de remplir des cases, ça t'épuise à m'emmener. Là. Ça m'épuisait, puis j'étais tanné.
Ouais. Fait que là, j'ai lâché mon bac, puis là, après ça, j'ai commencé à écrire définitivement mes premières chansons. Puis là, après ça, je suis allé enregistrer au studio Greenhouse Studio Recording à Montréal. Fait que là, en 2018, j'avais réalisé 2 premiers singles. Wow. Après ça, l'année suivante, en 2019, j'ai sorti mon premier EP, Start of a New Beginning. Après ça, en 2021, j'ai sorti mon deuxième EP qui a eu beaucoup de succès pendant un certain temps, Évasion, au point que la 3e journée que j'ai sorti ce EP-là, je m'étais fait 200$. Puis j'ai pu me payer une épicerie qui a duré 1 mois. Puis on s'entend que dans ce temps-là, il n'y avait pas une grosse inflation. OK, je comprends, parce que les gens achetaient ta musique, là. Oui, les exactement. gens achètent ta musique sur Internet, c'est ça? Exactement. Ils achetaient ma musique sur Internet. Puis après ça, rendu 2023, j'ai sorti un autre single, mais en français, Vivre et laisser vivre. Après ça, j'ai sorti un EP qui est C'est quand tu veux. 4 tunes, 3 tunes en français puis une en anglais. Et après ça, la même année, 2023 toujours, j'ai sorti mon premier album officiel, 30 minutes de musique, 8 chansons, 6 en anglais. 6 en français, 2 en anglais. Puis là, aujourd'hui, Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, Louis, en tant qu'artiste émergent? Tu es un artiste émergent. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un artiste émergent en ce moment de ton style à toi? Je pense, tu n'es pas dans le hip-hop, tu n'es pas dans la pop, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut faire un setup dans ma chambre, genre, puis te mettre du auto-tune, puis go for it, puis on chante n'importe quoi. T'sais. Toi, tu es quelqu'un qui crée réellement de la musique, des arrangements musicaux, avec des voix qui vont avec ces arrangements musicaux-là, avec des textes que tu écris. Oui. Donc, tu es auteur aussi, fait que tu es un auteur, un interprète. C'est complexe. Ouais. Mais c'est quoi pour toi le plus grand défi dans tout ça? Le plus grand défi, ce serait de vendre la musique. Puis ça, c'est quelque chose que je vais commencer à lire justement. Fait que là, mon frère m'a acheté un livre sur le marketing musical, puis comment gérer les réseaux sociaux. Puis il y a toujours de quoi apprendre pour vendre sa musique. Fait que je te dirais que le plus gros challenge pour un musicien, puis je parle pas juste pour moi, je parle même pour les musiciens qui ont même le sens des affaires. Le plus gros challenge dans le monde de la musique, c'est le marketing, savoir se vendre. Puis c'est logique parce que show business, quand il n'y a pas de business, ben il n'y a pas de show. Il n'y a pas de show, il n'y a pas d'album, il n'y a pas de... Toi, en ce moment, exemple, mettons qu'on est un peu market, puis je te pose des questions un peu style attaché de presse, OK? On va faire un test ensemble, mettons, de 1. Check ça, on va y aller de même. Louis? Ouais. Définis-moi, c'est quoi ton style musical? Du rock alternatif. Du rock alternatif. Parfait. Décris-moi tes principales influences. C'est toujours Renaud. Renaud. Darkstar, le band avec Keanu Reeves à la basse. Rush, t'avais dit tout à l'heure? J'ai dit Rush, puis il y a bien d'autres bands. Je te citerai Nirvana, je te citerai aussi Slash pour la guitare. Il y a beaucoup d'autres artistes. J'ai un éventail de bands. Parce que c'est ça l'affaire, tu vas comprendre qu'en écoutant mes chansons, il n'y en a pas une qui sonne pareil. Il y a des tunes, ça peut sonner comme la Blink-182, puis il y a aussi une tune où ça sonne comme du Georges Brassens. Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça que je te dis. Quand moi, la musique est bonne... Ouais, je suis polymusical, puis tu sais, tantôt tu parlais que je faisais des arrangements, puis tu sais, j'écris même le drum. Avant d'aller en studio, j'écris toutes les partitions pour tous mes musiciens, même la batterie, même la bass. Fait qu'en plus d'être auteur, compositeur, interprète, ensuite guitariste soliste, en plus d'être interprète, puis d'être producteur, puis de booker le studio, puis tout le planning, je suis chef d'orchestre. Ouais, c'est ça, tu arranges la musique complètement. Là. Exactement. Fait que moi, toi, t'es-tu ton propre gars de studio en plus? Non, pas du tout. Ça, c'est un skill que j'ai pas développé, l'enregistrement. Je comprends. D'abord, mettons que c'est différent, ton style, un peu, parce que t'aimes t'amuser, on va le dire de même. C'est comme moi. Moi, des fois, je suis sérieux, des fois, je suis coloré, des fois, je suis sucré, des fois, je suis touchant, des fois, ça me tente pas. T'sais. Toi, dans la musique, tu te permets d'expérimenter par rapport à comment tu te sens. Fait que je trouve ça éclaté, je trouve ça intéressant. Mais y a-tu, là-dedans, mettons, t'as-tu un fil conducteur? T'as-tu comme un thème
toujours un peu dans le fond qui est le même thème? Y a-tu quelque chose qui fait que je peux te reconnaître que c'est toi, même si c'est différent? Oui. C'est Moi, quoi? fait que les thèmes que j'aborde dans ma musique, puis quand j'écris mes paroles de chansons, je vais beaucoup faire appel à la philosophie, à la remise en question, à la marginalité aussi. Mais moi, j'aime beaucoup la remise en question, puis tu vas comprendre que mes paroles sont... Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que quand j'écris mes premiers textes, c'était très cartésien, même très concret, au point que ça manquait de poésie, ça manquait d'images, manquait de métaphores. Puis moi, je suis quelqu'un moi, je pense en images, mais je suis très, très concret. Fait que moi, les messages métaphoriques, tout ce qui est abstrait, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai appris à faire des raccourcis pour faire en sorte que mes paroles soient à la fois imagées, mais quand tu écoutes du Gingras, c'est concret, tu comprends ce que je veux dire, sans que ce soit trop scientifique. Fait que, par exemple, tiens, Renaud, c'est un exemple de parolier qui m'a beaucoup inspiré parce que quand tu écoutes Renaud, c'est un grand poète, mais tu comprends ce qu'il dit. Puis si tu comprends pas, c'est parce que t'as pas appris le slang français, parce qu'il parle en verlan, qui est un slang français de son époque. Puis nous, les Québécois, il y a des mots que nous, on comprendrait pas. Mais ça, les Français comprendraient. Mais sinon, si on était français, toi puis moi, ben là, on les comprendrait parfaitement. Ou si on comprend un peu la base du verlan, comme moi, mettons, j'ai appris dans le passé, j'ai des amis européens, ben je peux me débrouiller au moins, tu sais. Exactement. Donc, il y a des fois, je suis obligé de prendre un papier et un crayon pour le voir, tu sais. Oui. Visuellement, le mot, pour pouvoir le tweaker. Yes. Et pour finir de répondre à ta question, il y a un autre thème que je vais aborder, puis ça, c'est spécial parce que là, je prépare mon prochain EP. Puis j'ai bientôt fini d'écrire mes partitions. Fait que là, il y a juste mon drummer qui attend justement que j'envoie les partitions pour mon bassiste ici. Parce que mon prochain EP, ça va avoir pour thème le club vidéo. La nostalgie des clubs vidéo. Exactement. Puis ça aussi, le thème que j'aime bien utiliser dans la chanson, c'est la nostalgie. Puis tu vas comprendre, dans ma musique, comment je joue de lecteur, comment j'écris, c'est du rock alternatif, mais c'est nostalgique. Puis je m'inspire de mon enfance, des sons rock de mon enfance que le petit côté rétro des fois, ouais, c'est ça. Exactement. Par exemple, tu peux entendre, mettons, de la guitare en chorus avec du reverb, exactement ce que j'aurais écouté à Chaume FM quand j'étais petit. Sur du Three Doors Down que mon père m'a amené à Montréal quand il y avait bien de la pluie puis qu'on écoutait du Three Doors Down ou ben donc des bandes comme ça à Chaume FM en pogné dans le trafic sur le viaduc puis sur le pont Jacques-Cartier, puis ça c'est des souvenirs qui vont être ancrés en moi. Puis tu sais, c'est des choses banales d'être pogné sur le trafic avec son père qui a des petits culs, mais moi ce qui est pas banal, ce qui est pas banal, c'est parce que c'est le son que papa a mis en background. La musique de Three Doors Down, Here Without You, puis au ben donc, une autre que je ne me rappelle plus du titre, mais ça me marque les esprits. Au ben donc, j'aime bien écrire des tonnes qui me font penser à du Green Day, du Sum 41, ou tiens, mon père me faisait écouter du Simple Plan. Il m'avait donné comme premier CD un CD Simple Plan. Fait que c'est ça, je fais beaucoup appel. En français que tu chantes? Les deux langues. J'écris dans les deux langues. OK. C'est quoi ton... en ce moment, quand même, vu que tu es un artiste émergent, tu as vécu des choses quand même, puis tu fais des choses. C'est quoi ton... comment je pourrais dire? C'est quoi ton moment le plus significatif en ce moment de ta carrière musicale? Ça, c'est une bonne question. Je te dirais qu'avant notre podcast, je te dirais c'est simplement mes enregistrements en studio. Le fait d'être avec les gars, enregistrer mes créations, partager mon univers, puis faire de la production, ça me marque toujours. Comment les gens pourraient t'aider à percer dans l'industrie musicale actuellement? Comment que les gens qui écoutent ça sur Facebook, YouTube ou Spotify, comment concrètement qu'ils peuvent t'aider, toi, un artiste émergent, à pouvoir faire de un, connaître ton art, puis de deux, peut-être en vivre? Eh bien, tu vois, moi, je te dirais que si les gens voudraient absolument m'aider à me faire connaître, je leur conseillerais deux choses. Un, vous parlez de moi, vous partagez ma musique, on y va par bouche à oreille, de votre plein gré. Puis deux, ben, vous achetez ma musique simplement. Et pour le reste, je m'occupe de faire le marketing, je m'occupe de prévoir les shows, je m'occupe d'alimenter toute la patente, de runner un business, tandis que vous, les auditeurs, vous êtes là simplement
pour m'écouter, ressentir la musique que je vous partage. Puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à acheter mon album ou me streamer en ligne, de parler de moi à vos amis, à vos proches ou même à des gens de votre entourage qui sont dans le monde de la musique. Fait que c'est ça. Pour vous les gens, ce qui m'écoutent, simplement achetez ma musique puis parlez de moi, tout simplement. Rien de plus. Pour le reste, c'est moi. Pour le reste, c'est moi le mastermind de ma business. C'est ça. Fait que je t'écoute, la parole est à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'écoutent ce soir, exemple? Là, on va mettre en commentaire les liens pour aller te goûter, comme on dit. Goûter ta musique, aller écouter ce que tu proposes. Est-ce que tu projettes d'être en live à quelque part, en direct ou dans un endroit physique ou ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse, mais là, c'est parce que je suis en train de finir d'écrire des chansons qui vont justement compléter mon setlist. Puis après ça, on va commencer à pratiquer moi puis les gars. On va commencer à enregistrer chez mon drummer parce que mon drummer est aussi ingénieur de son. Fait que là, on va changer de studio pour enregistrer chez lui parce que j'ai envie puis je suis curieux d'enregistrer chez lui. Mais en parallèle de ça, on va pratiquer puis commencer. Puis moi, mon plan, c'est de commencer à booker une tournée de spectacle au Québec avec ma musique puis tout ça. Fait que je suis rendu là. Tu veux finir ta musique. Après ça, tu veux utiliser les médias sociaux pour bien te faire connaître. Puis après ça, tu veux faire une tournée puis aller à la rencontre des gens qui vont aimer ta musique, ce que tu as proposé, c'est ça? Je finis mes préparatifs, je finis de composer, je finis tout mon setup technique, je finis mes préparatifs pour les pratiques puis tout ça. Puis après ça, en parallèle de tout ça, en faisant les choses en même temps, bien sûr, on gère les réseaux sociaux, on fait des spectacles, on fait du studio, puis on fait ça tout en même temps. Mais avant, je finis mon planning, puis mes compos, puis après ça, là, on s'en va à un niveau supérieur. Là, on s'en va rocker, puis là, on s'en va apporter de la musique alternative au Québec, parce que il y a eu Aldo Nova pour la musique hard rock des 80, il y a eu Steve Hill pour le blues, puis il y a eu Jean Leloup pour la musique, la variété québécoise. Mais au Québec, Louis Gingras est au rock alternatif. On va y aller de même. Yes! Louis Gingras, c'est ce que je te souhaite de meilleur, man, justement. On arrive à la fin de l'entrevue. Je veux savoir si on se met tous ensemble autour de toi, qu'est-ce qu'on te souhaite? On t'envoie l'énergie positive pour un souhait, un vœu que tu peux réaliser. Qu'est-ce qu'on t'envoie? Ah ouais, Louis, asti, continue comme ça. Je fais référence aux vidéos virales là, de « Ah ouais, Kevin, asti, continue comme ça. » Est-ce que c'est bon? Louis, mettons qu'on se promène, toi puis moi, puis j'ai un de mes amis, là, ça se va pas bien. Là. Il sent comme un gros bof, là, un peu dépressif ces temps-ci. Là. Il sent gris, il sent fatigué, il sent ça ne tente plus. Puis on s'assoit avec toi puis moi. Qu'est-ce que tu lui dis à mon ami? C'est quoi tu lui donnes un conseil. Qu'est-ce que tu lui dis? Si ton ami est, mettons, dépressif ou il fait vraiment pas bien puis il a l'impression de toucher le fond du baril, eh bien, mon cher, écoute ceci. N'oublie jamais que l'amour est un besoin fondamental pour tout être humain. Parce que, tu sais, c'est important de s'aimer, c'est important de reconnaître ta valeur. Aime-toi, parce que l'amour de soi, c'est quand on est capable d'accepter tout son passé d'une simplicité aussi calme que la nuit. Faut arrêter d'être victime de notre passé, puis aller de l'avant. Puis tu sais quoi, man? Si, mettons que t'es dépressif parce que t'es pas compris des autres, laisse-les faire. Parce que les autres, c'est leur perception à eux. C'est toi qui as ta propre vérité. Puis dis-toi que tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. On est chacun pour soi, puis t'as le droit d'être heureux, t'as le droit de faire ce que tu veux. Puis si jamais t'es neurodivergent aussi, puis les gens te disent « Ah, t'es autiste, t'es DRH ou whatever. Ah, c'est une maladie. » Non, d'abord, ces gens-là sont complètement à côté de la blague parce que la neurodivergence, c'est pas une maladie, c'est une autre façon de penser. Puis aussi, pourquoi des fois il y a des gens qui disent que c'est des maladies? Ben, c'est parce que c'est pas complètement leur faute. Parce qu'ils ont été mal renseignés par des psychiatres qui étaient à côté de la plaque. Parce que les neurodivergents ont des points communs. Par exemple, les autistes sont très à la fois cartésiens, passionnés, sont loyaux, on peut les faire confiance, sont énergiques,
sont alors à faire « Hey, où la maladie Adam, mon chum? Hey, bozo, réfléchis. Il n'y en a pas de maladie. C'est une façon différente de penser. En fait, la maladie, man, la maladie que t'as, qui fait en sorte que t'écœures les personnes neurodivergentes, c'est quoi ta maladie? C'est ton ignorance, man. Puis tu sais quoi? Je veux pas être à ta place. Fait que, pour ton ami, là, si ton ami, jamais, là, il y a des gens qui lui font des reproches parce qu'il est différent, écoute-moi bien, tu leur dis, je ne veux pas être à ta place. Puis là, ils vont être déstabilisés, man, je te jure. Je fais ça des fois, puis ça marche à tous les coups. C'est bon, ça, Louis. C'est un bon conseil. Fait que ton ami, là, qui est en dépression, il faut qu'il continue à s'aimer. Puis aussi, avant qu'on se quitte là-dessus, un truc que j'ai compris de mon acteur préféré, Jim Carrey, qui est un grand comique, qui m'a beaucoup influencé aussi dans ma personnalité. Son humour m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup l'humour niaiseux, les facettes comme ça, puis tout ça. Puis il a dit que quand on est en dépression, c'est parce que on a besoin de changement. Quand on est en dépression, ça veut genre dire fuck you, fuck yourself. C'est genre un masque que t'es plus capable de porter et que t'as comme besoin de changer. Pour moi, je vois ça comme la dépression. Fait que si jamais t'es en dépression, mon chum, là, pense-y bien à ça. C'est peut-être le temps de changer, puis d'aller de l'avant, puis de faire autre chose, puis de penser autrement. Exact. Louis, on arrive à la fin. C'est ton mot de la fin. C'est soit une plug, c'est soit un conseil, un commentaire, un remerciement, mais au bout de ta phrase, tu n'as plus le droit de parler. Ça s'appelle le mot de la fin. Exactement. Vas-y. Alors, avant qu'on se quitte là-dessus, tout le monde, fait que si vous voulez écouter ma musique, moi j'ai réalisé 3 singles, 3 EP, puis un album officiel. Vous pouvez m'écouter sur iTunes, Spotify, YouTube, puis toute la patente. Puis si vous voulez en savoir davantage, suivez-moi sur Instagram, puis suivez-moi sur ma nouvelle page Facebook, Louis Gingras Music pour le préciser, parce que j'avais une autre page Facebook, mais je me suis fait pirater, puis j'ai pas pu la récupérer. Fait que vous pouvez me suivre là, puis dans tous ces réseaux sociaux. Vous allez pouvoir savoir où est-ce que j'en suis, puis au fur et à mesure, vous allez savoir c'est quand mon prochain album, puis c'est quand mon prochain spectacle et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, puis à très bientôt, puis au plaisir de vous voir dans mon crowd pour le prochain spectacle de Louis Gingras. Yeah! Merci, Louis. Tu l'as fait dans ta face, dans la face des internets ce soir. On va mettre en commentaire les différentes pages Facebook puis sites Internet pour aller écouter puis rentrer dans ton univers. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'épisode de ce soir et de nous avoir parlé de ta passion, qui est la musique, 2, des différences, de l'acceptation, puis 3, ben, ta réalité à toi, c'est quoi en tant que personne autiste? Je trouve ça super intéressant que tu ailles partager ça ce soir, ce qui n'était pas prévu non plus, mais je t'envoie beaucoup d'amour, man. Je te remercie énormément. Une super de belle soirée. Ça me fait plaisir, Nathan, puis j'ai bien aimé notre rencontre. C'était Louis Gingras. J'espère que vous l'avez apprécié, comme je dis. Dans les prochaines minutes, là, vous allez avoir dans les commentaires Louis qui va venir mettre en copier-coller les différents sites Internet et les manières de pouvoir aller découvrir sa musique, le suivre, de venir dans son crowd, puis encourager la musique d'un artiste émergent québécois. I love it. Pourquoi pas, en ce beau lundi soir. Demain, on est avec Paul Dubé, ancien boxeur, acteur, qui est déjà venu à Dans ma face dans la saison passée. Puis demain, en direct, il vient nous parler de son expérience de vie éminente. On n'en avait pas parlé au dernier épisode, mais là, il a envie de venir nous raconter c'est quoi quand tu t'en vas l'autre bord puis tu reviens. Peace, love, and smile, guys.